Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend correctement? Ouais. Je vais peut-être pas tenir mon micro comme ça toute la présentation. Comme ça, c'est bien. Nickel. Bon, écoutez, on a laissé passer les 5 minutes habituelles pour les retardataires. On est en petit comité aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Et à mon avis, j'espère réussir à vous donner des informations intéressantes sur notre stratégie d'investissement. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Super. Donc, merci encore à tous de vous être connectés aujourd'hui. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de parler un peu de la rénovation, comment on peut valoriser les travaux de rénovation. C'est un sujet, j'ai envie de dire, c'est un sujet important, c'est un sujet délicat, c'est un sujet difficile. Et c'est vrai que nous, chez Kianeos, ça fait maintenant 8 ans qu'on fait ça. Et on avait envie de faire un petit retour d'expérience sur comment on faisait pour réussir à valoriser les travaux de rénovation, pourquoi il y a des fois ça marche, pourquoi il y a des fois ça marche pas. Donc, c'est ça qu'on va essayer de dérouler dans cette présentation. Voilà. Donc, depuis 2018, on a mis les informations ici. Faites attention, vous savez que chez Kianos, on est à peu près à 90% à peu près de résidentiel. Donc, dans les 5100 lots, ce ne sont pas que des appartements. Il doit y avoir à peu près 4500 logements. Donc voilà, on est sur un rythme de rénovation entre 800 et 1000 par an. Et donc, du coup, on a des équipes de maîtres d'œuvre dédiées à la rénovation. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ça bien. On a mis une petite slide de répartition géographique sur laquelle je passe rapidement. Et donc, du coup, voilà, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est de discuter avec vous de comment ça se passait un chantier de rénovation. Voilà. Alors, un chantier de rénovation, déjà, on va parler dans un premier temps de comment ça s'organise. D'accord? Donc, il y a 3 grands axes qu'on a mis. L'obligation, tout ce qui est les obligations réglementaires, les besoins, etc. Puis préparer la préparation du chantier et le suivi de chantier. Alors, déjà, la première chose dont je voulais parler au cours de ce séminaire, c'est que aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de particuliers qui tentent à la rénovation, mais sans connaître nécessairement les obligations réglementaires qui vont avec. Donc, en particulier, les gens ne le savent pas forcément, mais quand vous faites un chantier de rénovation, vous devez obligatoirement faire des diagnostics spécifiques, ce qu'on appelle des repérages avant travaux, ou RAT dans le jargon. Et donc, en particulier, vous allez essayer de repérer s'il y a de l'amiante ou s'il y a du plomb dans votre chantier. Et là, ce ne sont pas les mêmes diagnostics que quand vous louez ou quand vous achetez un logement, parce que les diagnostics location ou acquisition sont des diagnostics par repérage visuel, donc du coup, pour ce qui est de l'amiante. Donc du coup, le diagnostiqueur, il va vous dire, moi, je pense qu'il pourrait y avoir de l'amiante à tel endroit. Donc, encore une fois, c'est visuel. Alors que là, les obligations réglementaires avant travaux, il y a des prélèvements qui sont effectués, là où effectivement, il y a des suspicions qui sont ensuite du coup envoyées dans des laboratoires pour identifier précisément s'il y a ou non de l'amiante. Et donc, du coup, il y a un suivi de la vie de l'amiante en France qui est obligatoire entre le diagnostic à l'acquisition, le repérage pendant les travaux et le diagnostic lors de la revente. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'à l'acquisition, vous avez un diagnostic qui vous dit on a repéré visuellement de l'amiante
et qu'à la vente, il n'y est plus, eh bien, il faut que vous soyez capable de prouver entre les deux que vous avez fait un désamiantage, puisqu'il y en avait avant, il n'y en a plus après. Donc, c'est qu'au milieu, vous avez désamianté. Donc ça, c'est important, c'est une obligation réglementaire en France. Un autre exemple d'obligation réglementaire, le CSPS, donc le coordinateur de sécurité pour les chantiers. Donc ça, c'est à partir du moment où vous avez des chantiers qui dépassent une certaine ampleur, ou bien alors que vous avez plusieurs entreprises avec des corps d'état différents qui interviennent sur le chantier, et ben, du coup, vous devez avoir un coordinateur sur la sécurité. Donc tout ça, pour nous, chez Caneos, c'est des choses importantes, puisque du coup, nos artisans, pour nous, on les voit vraiment comme des partenaires. Et donc, du coup, évidemment, on n'a pas envie qu'ils se fassent mal ou qu'ils s'abîment la santé sur un chantier. Mais ce que je veux vous dire aussi, pour vous qui êtes connectés aujourd'hui, qui êtes intéressés par la rénovation, sachez qu'il y a une réglementation qui est quand même assez lourde, et c'est très bien en France, pour assurer la sécurité des artisans, autour, donc, encore une fois, de ces diagnostics et coordonnées de sécurité de chantier. Voilà. Deuxième point, une fois que vous êtes en conformité réglementaire, j'ai envie de vous dire, il faut bien différencier les chantiers sur lesquels vous allez faire du second œuvre et du gros œuvre. Et là-dessus, j'ai noté ne pas se tromper de priorité. Ça peut sembler enfoncer une porte ouverte, mais nous, chez Caneos, on pense qu'il faut commencer par travailler sur l'enveloppe du bâtiment avant de travailler sur l'intérieur d'un logement. Donc, je vais vous donner un truc qui va être évidemment caricatural, mais qui va comprendre là où je veux en venir. Si vous refaites un logement avant de refaire la toiture et qu'après il y a un orage et que votre logement il est trempé parce qu'il y avait des fuites dans la toiture, bah forcément, c'était pas malin de le faire dans ce sens-là. Alors, pourquoi ça paraît plus facile à dire qu'à faire? C'est parce que souvent, les chantiers de gros œuvres, c'est-à-dire les consolidations structurelles, les façades, les toitures, ça va être des délais beaucoup plus longs. Et ça peut être frustrant quand on achète un immeuble avec des travaux, j'allais dire de traîner sur le démarrage, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. Et donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où vous êtes sur une logique de faire un investissement et donc du coup d'acheter un immeuble pour faire du gros œuvre, il est indispensable d'attaquer la mise en place très en amont. Donc, les autorisations d'urbanisme relatifs à, encore une fois, je prends l'exemple de rénovation d'une toiture, puis la sollicitation des artisans, la signature des devis, etc., etc. Tout ça, il faut le faire le plus tôt possible parce que ça va être ce qui risque le plus de retarder votre chantier. Et j'ai envie de vous dire, à la fin, le second œuvre, c'est presque le plus facile, c'est-à-dire à l'intérieur. Alors, vous pouvez avoir tout ce qui est électricité, plomberie, éventuellement du placo si vous faites une isolation par l'intérieur, etc., etc. Mais donc, du coup, vous voyez déjà avant même de réfléchir à comment vous allez organiser votre chantier, déjà sur savoir qu'est-ce que vous devez faire en amont, aussi bien sur la partie réglementaire que sur la partie prioritaire. C'est déjà très important et ça va déjà dicter vos délais, donc vos coûts. Je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, si vous ne respectez pas la réglementation et que vous êtes pris la main dans le sac, c'est-à-dire que l'inspection du travail peut vous dire vous avez tel chantier sur lequel vous n'avez pas fait vos diagnostics avant travaux, et du coup, il est probable que l'inspection du travail déclare une suspension de chantier, et donc du coup, qui va retarder votre chantier. Tout ça, vous le savez, dans l'immobilier, le temps, c'est de l'argent, donc tout ce qui donne lieu à des retards de chantier, c'est problématique financièrement. Ensuite, du coup, il y a la préparation. Et ça, c'est vrai qu'avec le temps chez Caneos, on pense, et si Philippe, le directeur travaux, était là, il vous le dirait, c'est peut-être le plus important de bien préparer son chantier. C'est-à-dire l'organisation, le planning du chantier. Donc, avant même de parler de planning, excusez-moi, trouver les entreprises les plus adéquates. Nous, par exemple, chez Caneos, on aime bien travailler en corps d'état séparés. On ne va pas forcément signer avec des entreprises générales. On pense qu'il vaut mieux avoir un bon plombier d'un côté, un bon plaquiste de l'autre et un bon élec, et surtout bien organiser les chantiers de rénovation. Plutôt qu'une entreprise qui va nous dire qu'elle fait tout, mais souvent, les entreprises qui font tout, elles avaient une expertise au début, puis elles se sont diversifiées. Donc, encore une fois, trouver des entreprises performantes pour nous, c'est plutôt travailler en corps d'état séparés, mais ça fonctionne si et seulement si le chantier est bien organisé. C'est-à-dire que si le passage entre les différents corps d'état, donc je répète, je prends l'exemple placo, plomberie, élec, est bien phasé de manière à ce que les différents corps d'état n'aient pas besoin de revenir 10 fois sur le chantier pour attendre la fin de la précédente étape. Donc ça, c'est un métier, ça s'appelle maître d'œuvre, et comme on l'a vu avant chez nous, chez Caneos, on les a salariés, ces maîtres d'œuvre, et c'est ça qui nous permet d'avoir des entreprises qui sont satisfaites de travailler avec nous, parce qu'un chantier qui est bien organisé, c'est un chantier sur lequel l'entreprise peut faire ce qu'elle a à faire rapidement, donc gagner de l'argent, puisque effectivement, plus elle va vite pour faire ce qu'elle a à faire,
plus elle rentabilise, on va dire, son chantier. Donc voilà, donc c'est des sujets qui sont importants. Le dernier sujet qui est très important, c'est les contrats. Souvent, on a tendance à signer des devis comme ça, sans trop se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe après? Mais pourtant, il peut se passer des choses après. Il peut y avoir des artisans qui n'honorent pas les devis ou qui mettent des délais élevés pour réaliser les travaux sur lesquels qui ont été convenus, etc., etc. Donc ça, encore une fois, sachez que vous n'êtes pas obligé de signer un devis comme ça. Vous pouvez négocier qu'il y ait des clauses qui soient ajoutées, en particulier, par exemple, des clauses de délai, ou j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est important aussi et sur lequel c'est important de progresser. Puis vient le suivi de chantier avec voilà, des points réguliers avec l'ensemble des corps d'État, de manière à ce que chacun sache quand est-ce qu'il doit intervenir, à quel moment. Et bien évidemment, faire des écrits, toujours, donc des PV de réunion de chantier, puis de réception de chantier. C'est très important parce que ça permet, encore une fois, en cas de difficulté avec les artisans, de leur dire, bah, regardez, à telle date, je l'avais écrit, il y a une trace. Voilà. Donc, vous voyez qu'un chantier de rénovation, là, on en a parlé quelques minutes, ce n'est pas juste signer des devis et attendre que les artisans aient fait le boulot. Non, si on veut que ça fonctionne correctement, c'est anticiper les besoins, préparer le chantier, puis faire le suivi, la réception de chantier. Et si c'est bien fait, vous allez gagner du temps et de l'argent. Et si c'est mal fait, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Donc ces étapes, pour nous chez Caneos, on l'a vu au cours du temps, sont hyper importantes. Voilà. Sur le chantier, il y a des choses que, pareil, je vous l'avais dit aujourd'hui, hein, on est peut-être dans la logique, on ouvre le capot, on essaye de vous dire les problématiques qu'on a eues chez Caneos. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on peut dépasser un budget? Alors, au début, nous, on a été comme tout le monde, il y a des fois, on s'est planté. Peut-être que la différence qu'on a avec nos petits camarades ou avec les gens qui ont fait de la rénovation par le passé, c'est que on s'est planté une fois, deux fois, trois fois, on s'est dit qu'on n'avait pas de chance. Mais au bout de 10 ou 15, on s'est dit non, là, ce n'est pas une question de chance, c'est que visiblement, il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Et donc, il y a un premier truc qu'on a identifié qu'on ne faisait pas correctement, c'est ce fameux sujet de prévoir un budget d'imprévu. Alors, on a essayé de réfléchir à la typologie d'immeubles sur lesquels on avait tendance à dépasser nos budgets chantiers. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que plus ces immeubles étaient anciens, plus il y avait le risque de dépasser un budget travaux, d'une part, et souvent aussi la typologie, les matériaux utilisés pour construire les immeubles. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner même deux exemples de manière à ce que vous compreniez bien. On va prendre l'immeuble le plus simple, celui sur lequel on a vraiment très, très rarement des dépassements de budget, pour ne pas dire quasiment jamais. C'est des immeubles construits en béton, donc par pain, enfin voilà, années 60, années 70, etc., donc assez récents. Nous, on en a acheté pas mal parce que la SNCF a construit pas mal d'immeubles dans les années 50-60, et donc du coup, on revend aussi pas mal d'immeubles, donc on s'est retrouvé à acheter pas mal d'immeubles qui avaient été construits par la SNCF. Et donc, effectivement, c'est un peu toujours les mêmes immeubles, du béton, qui n'ont jamais été rénovés, sur lesquels on a une parfaite visibilité de l'ensemble des murs, des caves, des toitures, des combles, etc., etc. Et donc, c'est vrai que sur cela, on rentre, on voit tout. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est à évaluer le budget du second œuvre. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, qui n'est pas très compliqué. Je vous donne un exemple. Vous allez faire du placo, vous mesurez les surfaces et vous connaissez le prix au mètre carré du placo. Bon, ben voilà, c'est une multiplication, c'est pas compliqué. Et donc, l'exemple inverse, qui est l'exemple le plus complexe, j'ai envie de vous dire, c'est un immeuble dans le centre ancien d'une ville, quelle que soit la taille, qui a 200 ans. Et donc ça, cet immeuble qui a 150 ou 200 ans, la problématique, c'est que, alors, d'une part, à cette époque, on faisait des planchers en bois, c'est important pour la suite de la discussion, et d'autre part, c'est un immeuble qui a subi, qui a bénéficié, au choix, suivant comment ça a été fait, de plusieurs rénovations. Mais les rénovations, souvent, c'est de l'aménagement intérieur. Donc, je vous donne un exemple. On rentre dans un appartement, on marche sur un carrelage, et ben on ne sait pas ce qu'il y a en dessous du carrelage. On ne sait pas si en dessous de ce carrelage, il y a deux autres couches de carrelage qui ont été empilées les unes sur les autres au fur et à mesure que, j'ai envie de dire, les goûts pour la décoration ont évolué dans le temps. Mais le problème, où on ne sait pas si les précédentes couches de carrelage ont été curées, c'est-à-dire ont été enlevées, ce qui est peu probable parce que souvent, il y a eu une période au milieu où on a utilisé de la colle avec de l'amiante pour mettre du carrelage. Donc souvent, les propriétaires ne vont pas enlever du carrelage s'ils savent que la colle est amiantée. Et donc, du coup, la conséquence de ça,
c'est que si vous avez 2 ou 3 couches de carrelage sur un plancher bois, eh ben, vous avez le risque que la poutre qui tient le carrelage soit en surcharge, elle n'était pas dimensionnée pour porter tout ce poids, et donc du coup elle est en train de se tendre, elle est en train de flasher, comme on dit dans le jargon, avec un risque de rupture. Donc vous voyez que, je répète, vous rentrez dans un appartement, vous marchez sur du carrelage, déjà vous ne savez pas si vous allez devoir faire des travaux pour enlever tout le carrelage, y compris avec un potentiel désamiantage, ou si vous allez juste pouvoir conserver le carrelage qui vous convient, évidemment, recouvrir avec un sol souple, enfin voilà, faire vos travaux directement. Et la deuxième problématique, c'est que souvent, il y a pas mal de placo qui a été ajouté pour passer du câble électrique, pour passer voilà, des choses et d'autres. Et donc, vous n'avez même pas de visibilité sur la poutre d'en dessous pour savoir si elle est en train de se tendre, si elle est en train de flasher. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a bien identifié la différence entre un chantier de rénovation sur un immeuble ancien et un chantier de rénovation sur un immeuble présent, avec la vue que sur un immeuble ancien, on ne peut pas voir toutes les éventuelles problématiques du bâtiment. Et comme on ne peut pas voir toutes les problématiques du bâtiment, on ne peut pas les évaluer dans le budget de rénovation. Donc nous, ce qu'on a l'habitude de faire maintenant, c'est qu'on a un niveau d'imprévu sur le budget travaux qui peut varier entre 5 et 20%, qu'on rajoute au budget du travail. Et c'est ça qui nous permet, et alors on ne le rajoute pas aléatoirement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on classifie nos immeubles historiquement par type de période de construction, par type de matériaux de construction, et on se dit, bah, sur ce type et sur cette période-là, historiquement, on a dépassé notre budget initial de 10%. Donc maintenant, on applique un espèce de malus de 10%, c'est-à-dire on va se dire, on quantifie tout ce qu'on voit, mais on va rajouter au budget global 10% pour les imprévus, qui, je le répète, ne sont pas imaginaires, ils sont juste le fruit de notre expérience. Voilà. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'effectivement, on le voit, si vous avez fait une erreur sur le budget prévisionnel de travaux, la rentabilité de votre investissement sera plus basse que prévu, puisqu'on le sait, la rentabilité d'un investissement, c'est les loyers rapportés au prix de revient. Donc, si vous avez fait plus de travaux que prévu, vous avez baissé votre rentabilité. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième chose, évidemment, sur laquelle je vais passer plus rapidement, mais c'est les zones où il y a les architectes des bâtiments de France qui interviennent. Là-dessus, pareil, avec l'expérience, il ne faut pas se dire « Ah, mon Dieu, les ABF vont nous demander des choses complètement folles, on n'y va pas ». Non, je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire. La bonne manière de faire, c'est de savoir précisément quel est le cahier des charges qui va être demandé par l'ABF avant d'engager le chantier. C'est généralement un peu toujours la même chose. On peut toujours en trouver qui sont un peu plus farfelus que la moyenne, mais globalement, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire, on veut des enduits à la chaux, on veut des fenêtres en bois, avec des petits bois. Voilà, on ne veut pas de choses farfelues, on ne veut pas de PVC, voilà, on ne veut pas des portes d'entrée en PVC, etc. etc. Mais une fois que vous savez ça, et bah, du coup, si vous êtes capable de le quantifier dans votre rénovation, et bah, du coup, ce n'est pas forcément limitatif. C'est juste que l'erreur serait de ne pas le prendre en compte. Donc, pareil, quand vous faites un investissement, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on est dans une zone sur laquelle on aura des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Donc, ça, c'est une deuxième question à se poser. Et ensuite, la troisième, elle est très basique. Alors, sachez qu'un immeuble sur lequel vous avez forte difficulté d'accès par rapport à un immeuble sur lequel vous pouvez rentrer, il y a une grande cour intérieure pour garer tous les camions des artisans, et bien forcément, l'artisan ne va pas vous facturer la même chose. Donc, c'est les 3 points qui nous semblaient importants pour discuter d'un chantier. Voilà. Alors, du coup, on vous a mis des exemples, bien évidemment, voilà, pour illustrer tout ça. Et puis, on a aussi mis des exemples pour parler de la performance financière. Qu'est-ce qu'on pense chez Kianeos être une bonne méthode pour maximiser la performance financière dans le temps, dans cette stratégie qui est l'ADN de Kianeos, qui est de rénover des immeubles. Voilà. Donc, on a mis quelques avertissements. Les exemples qu'on vous donne, c'est des exemples donc, pédagogiques, hein, c'est l'objectif de cette présentation, c'est d'essayer voilà, d'expliquer, nous, les erreurs qu'on a pu faire par le passé, quels sont nos process aujourd'hui, et toujours dans l'idée de se dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui interviennent sur la rénovation. Donc, c'est des exemples pédagogiques, ce n'est pas un objectif de performance. Et donc, effectivement, d'un immeuble à un autre, on peut avoir des résultats différents. On a la majorité de nos immeubles, évidemment, en plus-value, puisque vous avez vu qu'on augmente régulièrement notre prix de part, mais on peut aussi en avoir qui sont en moins-value latente. On ne dit pas que tous nos investissements sont parfaits. Voilà. Donc, la conséquence de ça, c'est que vous savez, le rendement, il peut varier à la hausse ou à la baisse, le capital varie à la hausse ou à la baisse. Et bien évidemment, comme on fait de l'immobilier,
le prix, la liquidité des parts de SCPI n'est pas garantie. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse avertissement, mais qu'il est important de rappeler avant de regarder des chiffres. Mais donc, le rêve chez Kianeos aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer là. Donc c'est un exemple qu'on a fait à Carpentras, c'est vous achetez un immeuble aujourd'hui dans une petite ville de province, avant, j'allais dire avant la crise, avant la hausse des taux d'intérêt en 2022, on était sur des prix entre 1000 et 1200 euros du mètre carré. Maintenant, vous arrivez à acheter des immeubles. Il y a eu beaucoup de nouvelles réglementations dans l'immobilier résidentiel. Il y a eu une hausse des taux d'intérêt. Globalement, les vendeurs qui vendent des immeubles avec travaux ont du mal à trouver des acquéreurs. Donc, vous avez un gros pouvoir de négociation si vous achetez des immeubles avec travaux. Donc, c'est là où il faut se positionner. Je pense que ça vient en partie des taux d'intérêt, mais aussi et surtout de la forte hausse de la réglementation. Donc, aujourd'hui, ce type d'immeuble, vous pouvez les payer à moins de 1000 euros du mètre carré dans des villes de taille moyenne de province. C'est assez uniforme partout en France. Voilà. Donc, chez Kianeos, on arrive à faire le second œuvre autour de 700 euros du mètre carré. Probablement que vous, si vous investissez en tant que particulier, vous serez plutôt entre 800 et 1000, mais ça peut rester une bonne opération. Voilà, encore une fois, il faut bien tout évaluer, et ça, j'en ai déjà parlé juste avant. Et globalement, un immeuble parfaitement rénové aujourd'hui dans une ville de taille moyenne, qui est loué entre 11 et 12 euros du mètre carré, c'est à peu près les standards qu'on voit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un 40 mètres carrés, vous allez louer entre 450 et 500 euros. Donc ça, c'est un logement de 40 mètres carrés avec une chambre bien rénovée. Un 60 mètres carrés avec 2 chambres, vous allez louer entre 650 et allez, maximum 700 euros. Voilà. Donc vous voyez qu'on est entre 11 et 12 euros du mètre carré. Comme d'habitude, les petites surfaces se louent un peu plus cher au mètre carré. Et donc ça, c'est des immeubles qui, globalement, s'ils sont bien rénovés, qui sont bien loués, avec des loyers qui augmentent tous les ans, etc., normalement, vous n'arrivez pas à en trouver en dessous de 2000 euros du mètre carré, même dans des petites villes de province. Voilà. Nous, en tout cas, on a du mal à en trouver à moins de 2000 euros du mètre carré s'ils sont parfaitement rénovés. De toute façon, ce n'est pas notre core business d'acheter des immeubles rénovés. Nous, on achète des immeubles avec travaux. Mais donc, vous voyez que dans ce cas-là, on arrive à générer de la plus-value. Comme je vous le disais tout à l'heure en termes d'avertissement, ce n'est pas garanti. C'est un exemple où les choses se sont bien passées. On ne vous dit pas que tout se passe bien. Mais quand ça se passe bien, vous voyez que la plus-value est assez substantielle. Voilà. Et le niveau de valorisation, on vous dit, donc quand on regarde le ratio, le rendement brut, ce qu'on appelle dans le jargon, mais qu'on rapporte les loyers à la valeur vénale, donc la valeur d'expertise, autour de 2000 euros du mètre carré, on voit que ce n'est pas farfelu, puisqu'on est autour de 7% de rentabilité brute, ce qui semble parfaitement cohérent par rapport au marché immobilier résidentiel, ce qui paraît même attractif. Un immeuble très bien rénové à 7% de rentabilité brute, moi je vous conseillerais de l'acheter. Clairement, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Donc ça, c'était un exemple de rénovation, comment on crée de la valeur sur la rénovation. Là, le deuxième grand message, c'est ce qu'on va discuter maintenant, c'est il faut laisser du temps. Il se trouve que si vous êtes investisseur immobilier et que vous avez fait une belle réno, le temps joue en votre faveur. Alors, c'est ce que j'ai noté ici. Déjà, souvenons-vous, si vous faites un investissement locatif, l'investissement immobilier, c'est du long terme. Vous avez des frais à l'entrée. Voilà. Donc, comme c'est du long terme, souvent, l'erreur, c'est de se dire, on va regarder les loyers aujourd'hui, le montant des travaux aujourd'hui et le prix de revient aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on va voir là dans les slides suivants. Le loyer d'aujourd'hui n'est pas le loyer de demain. Donc, il faut être capable d'évaluer si vous êtes dans une zone où les loyers sont susceptibles d'augmenter ou pas. Si les coûts, et donc là, dans les coûts, il y a deux choses, c'est-à-dire le coût relatif aux travaux, c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir des travaux dans le temps à faire, ou autre type de coût, la taxe foncière, est-ce que vous êtes sur une commune qui risque d'augmenter fortement la taxe foncière? Et donc, du coup, ça va être un peu la conclusion de cette zone, c'est comment on regarde la perspective entre le rendement locatif et les potentiels de plus-value. Voilà. Et donc, du coup, je vous le disais, tout le sujet de cette slide, c'est de dire il faut laisser passer du temps au temps. Donc, encore une fois, on vous a mis des exemples, et là, je n'ai pas peur de vous le dire, on vous a mis des exemples où ça s'est particulièrement bien passé, de manière à vous donner ce que nous, on vise chez Kianeos. Donc, on va volontairement, on vous a mis, et je le répète, peut-être pas les meilleurs, parce qu'on ne les a pas regardés très précisément tous, mais en tout cas parmi les meilleurs exemples. Et donc, on a mis un exemple sur Kianeos Pierre et un exemple sur Kianeos de Normandie 1. Donc, vous allez voir les légères différences. Donc, prenons l'exemple SCPI Kianeos Pierre. En 2020, on a acheté un immeuble à Lunel. On l'a payé 323 500 €, frais de notaire inclus. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on a déboursé. Et au début, tout était loué, donc on n'a pas fait de travaux. Voilà. Vous voyez que les loyers hors charge étaient de 2 375 € par mois.
Et il y avait une taxe foncière qui est élevée, hein, à Lunel, elle est élevée. Vous voyez que c'est plus qu'un mois de loyer, c'est même beaucoup plus. 3 888 €. Voilà, ça faisait une rentabilité nette de taxe foncière intéressante à 7,6, mais qui nécessitait travaux. D'accord? Donc, du coup, la valorisation de l'immeuble au moment où on l'achète, on va se dire qu'on ne l'a pas trop mal acheté, donc on le valorise au prix où on l'a acheté, 323 500. D'accord? Et maintenant, du coup, on regarde 5 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un peu de turnover locatif qui nous a permis de faire un peu de restructuration. Donc ça nous a coûté 70 000 €. 70 000 €, vous pouvez dire, c'est pas énorme, mais c'est quand même 20% du prix de l'immeuble. D'accord? Donc, on n'est pas sur quelque chose de neutre. Soit dit en passant, d'ailleurs, ça me fait penser 20%, c'est le minimum de travaux de la loi de propriétaire-bailleur qui vient de passer. Qui vient de passer à l'Assemblée. On espère qu'elle sera votée. On sera ravis de se positionner sur ce secteur. On croise les doigts. Du coup, le prix de revient, vous voyez qu'il a augmenté dans le temps. Au début, c'était 323 000. On a fait 70 000 € de travaux. On augmente à 393 000. D'accord? Mais, donc ça veut dire qu'on a un prix de revient qui a augmenté de 22%. Mais, ça nous a permis d'augmenter les loyers plus que le prix de revient. Vous voyez que les loyers ont augmenté de 30%. D'accord? Ils sont passés de 2 375 à 3 079 € par mois. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, même si la taxe foncière, elle aussi, a fortement augmenté, alors, il se trouve qu'à Lunel, elle était déjà élevée. Ce n'est pas la ville où elle a le plus augmenté, puisque nous, en moyenne, en 2023 et 2024, on a eu entre 10 et 11% d'augmentation de taxe foncière. Donc là, vous voyez que sur 5 ans, elle a eu 26%. Ce n'est pas la pire ville là-dessus. Voilà. Et donc, du coup, on a atteint une rentabilité de 8,1%, net de taxe foncière, encore une fois. Et ça, du coup, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire un calcul qui est un calcul purement théorique, mais qui est intéressant à regarder intellectuellement parlant. C'est-à-dire de se dire, moi, quand j'ai acheté cet immeuble, je l'ai acheté avec une rentabilité nette de taxe foncière de 7,6%. Ça veut dire que c'était un immeuble qui me semblait attractif à ce niveau. Et donc, peut-être que quelques années plus tard, j'arrive à le revendre à ce niveau de 7,6% de valorisation. Et donc, si effectivement j'y arrivais, vous voyez qu'il y a une table valorisation à rentabilité équivalente. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je répète, la rentabilité, elle est de 8,1 pour une valorisation de 393 500 €, qui est notre prix de revient. Mais en fait, si je trouve un investisseur qui est d'accord pour avoir une rentabilité, qui encore une fois n'est pas farfelue, c'est celle que j'ai payée au début, c'est-à-dire 7,6% net de taxe foncière, alors il sera prêt à payer 421 160 €. Donc du coup, avec cette logique, c'est-à-dire de dire si ma rentabilité nette de taxe foncière reste constante dans le temps, le fait d'augmenter les loyers, s'ils augmentent plus vite que le prix de revient, s'ils augmentent plus vite que la taxe foncière, alors je génère de la plus-value latente. Et donc, en fait, c'est très exactement ça qu'on essaye de faire chez Kianeos, et c'était exactement cet immeuble, c'est-à-dire qu'on avait des loyers qui étaient raisonnables, mais une capacité d'immeuble qui était sous-évaluée. Il y avait peut-être des combles à aménager, il y avait peut-être des logements plus qualitatifs à faire pour avoir un meilleur loyer dans une ville qui est assez dynamique, pas forcément la ville qui vous viendrait en première à l'esprit pour investir en France, mais qui, moi, je vous le dis, est une ville très intéressante pour investir, Lunel, qui se porte très bien de par sa proximité avec Montpellier. Donc, vous voyez que là, je le répète, l'augmentation de la rentabilité se traduit par une augmentation de plus-value latente si on suppose que la rentabilité nette de taxe foncière d'un immeuble est constante. Voilà. Donc ça, c'est un exemple sur Kianeos Pierre où, dans le temps, on a fait évoluer l'actif. Et du coup, régulièrement, on me pose la question, on me dit « Ah, Jérémy, sur tel immeuble, tu avais prévu, je crois que sur cet immeuble, on avait prévu 50 000 € de budget travaux. Et donc, tu as fait 70 000, du coup, tu as dilué ta rentabilité. » Absolument pas. On peut faire plus de travaux que prévu. Si ça permet d'augmenter plus les loyers que le prix de revient, alors on peut améliorer la rentabilité. Donc là-dessus, il y a des réflexions d'optimisation à faire, évidemment. Et donc, je prends exactement le même exemple. J'aurais peut-être même dû commencer par celui-là. Il est encore plus facile sur de Normandie, puisque sur le SCPI Kianeos de Normandie, on achète des immeubles qui sont vraiment très amochés et on rénove tout dès le début. Donc, on avait acheté cet immeuble 644 000 €, frais de notaire inclus. On fait 300 000 € de travaux, prix de revient 944. Et là, du coup, vous voyez, le prix de revient, il ne bouge pas. Et donc, le fait qu'il ne bouge pas dans le temps, ça nous permet de regarder le jeu de l'IRL, c'est-à-dire comment est-ce que l'indice de revalorisation des loyers a impacté. Puisque du coup, là, vous savez qu'on est sur des loyers plafonnés, des loyers de Normandie, donc c'est le plafond intermédiaire. Et donc, du coup, la revalorisation du plafond intermédiaire, c'est à peu près le montant de l'IRL chaque année. Au troisième chiffre après la virgule près, c'est la même chose. Et donc, du coup, vous voyez qu'entre 2020 et 2027, on a eu 5,7% d'augmentation des loyers.
Et donc, du coup, la taxe foncière, elle a augmenté de beaucoup plus, 16,3%. Mais attention, on parle de loyer mensuel, d'accord, alors qu'on regarde une augmentation de la taxe foncière annuelle, d'accord. Donc, de la même manière, la rentabilité de notre immeuble, elle a augmenté. Et donc, toujours dans la même logique, si on trouve un acquéreur qui est d'accord pour nous payer cet immeuble avec la même rentabilité que celui qu'on a acheté au début, et ben du coup, l'augmentation de la rentabilité peut se voir d'une autre manière. Elle peut se voir sous forme de plus-value latente. Voilà. J'ai un dernier exemple qui est sur Kianéos de Normandie 4, voilà, qui est dans une petite ville de province, où là, du coup, il y a une coquille. Alors, excusez-moi. Donc, l'année de début, ce n'est pas l'année 2020, c'est l'année 2025, vu que c'est cette année qu'on a rénové cet immeuble. Donc là, vous voyez que c'est un immeuble où vraiment on a acheté en fait une maison de village sur laquelle on a créé des logements, enfin voilà, qu'on a réorganisé complètement. Donc c'était quasiment une ruine, hein, vous voyez, on a payé 100 000 euros plus frais de notaire, 108 700. Et donc là-dessus, il y avait plus de 400 000 euros de budget travaux. Et donc maintenant, on se projette, on se dit où on va en être dans 15 ans, quoi. Et en fait, la projection, elle est basée sur des choses simples, c'est-à-dire d'une part, au niveau des loyers, on a supposé qu'on augmentait les loyers de 1,5% par an. C'est pas dingue. On prévoit 1,5% d'augmentation de loyer annuel. Sur la taxe foncière, on a prévu 3,5% d'augmentation. Donc, on a quand même prévu que la taxe foncière augmentait beaucoup plus vite que les loyers, ce qui est la réalité. J'ai bien peur que ça ne change pas. Et donc là, à nouveau, vous voyez que la cible de départ, c'était 6% de rentabilité nette. Et donc, du coup, on se retrouverait 15 ans plus tard avec une rentabilité qui a fortement augmenté, quasiment 1,5 point, 7,3% de rentabilité de taxe foncière. Donc, toujours le même calcul. Si on se dit qu'on trouve un investisseur qui, dans 15 ans, a envie d'acheter cet immeuble avec une rentabilité de 6%, et ben, du coup, il le payerait 635 000 euros. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple où on voit que dans l'immobilier, laisser passer du temps, encaisser l'IRL, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement pertinent. Et que donc, acheter un immeuble, faire une belle rénovation, à l'instant T, vous ne voyez pas forcément la performance, mais par contre, dans le temps, vous allez voir la performance. Dernier point, sur Kianéos de Normandie, vous savez que les loyers sont plafonnés. Donc, à l'issue de la période de l'obligation de location, on peut aussi déplafonner les loyers, augmenter encore plus la rentabilité et maximiser du coup la plus-value à la revente. Voilà. Bien évidemment, transition idéale, on a parlé de Normandie, donc on va vous parler du dispositif de Normandie. Vous savez que nous, on a notre SCPI Kianéos de Normandie numéro 5. Et donc, du coup, l'objectif de ce dispositif, on vous fait un petit rappel, c'est de rénover des villes, donc acquisition et rénovation du parc immobilier dans des villes éligibles. Les villes éligibles, c'est des villes petites et moyennes de province, donc c'est exactement les villes qu'on connaît où on a l'habitude d'investir. Voilà. Il y a quelques obligations. Le montant des travaux doit représenter 25% du coût total de l'opération. Donc là, encore une fois, faites attention. Ce n'est pas 25% du prix d'acquisition, c'est 25% du coût total de l'opération. Je vous donne un exemple. Vous achetez un immeuble 750 000 euros, frais de notaire inclus. Il ne faut pas faire 25% de 750 000 euros de travaux, parce que du coup, ça vous ferait quasiment un peu moins de 200 000 euros, 180 et de boîtes. Il faut faire 250 000 euros de travaux, parce que 750 plus 250, ça fait 1 million, et donc vos 250 000 euros de travaux, rapportés à 1 million, c'est 25% du coût total de l'opération. Donc faites attention quand vous faites le calcul. Si vous voulez le rapporter au prix d'acquisition, vous êtes plutôt à 36 ou 37% du coût d'acquisition. Voilà, donc ça, c'est un petit tips auquel vous faites attention si vous faites du de Normandie. Les économies d'énergie entre 20 et 30%. Je ne vous cache pas que je n'ai pas compris pourquoi au niveau du gouvernement, ils ont différencié le collectif de l'individuel. Voilà. Nous, ça nous semble être des économies d'énergie quand même assez faibles. Sur nos SCPI de Normandie, encore une fois, avec tous les avertissements qui se doivent, je vous donne des moyennes des précédentes, ça ne veut pas dire que ça sera comme ça pour la numéro 5, mais on est entre 50 et 70% d'économie d'énergie, entre 70 et 90% de réduction de gaz à effet de serre. Vous le savez, nous, notre ADN chez Kianéos, c'est de faire un gros effort sur la performance énergétique. C'est ce à quoi on croit, toujours dans la même logique de performance, de plus-value sur le long terme. Voilà. Donc, on a des loyers plafonnés sur de Normandie, donc le plafond intermédiaire, et on peut avoir un avantage fiscal, donc de 2% par an pendant 6 ou 9 ans, ce qui vous fait 12% ou 18% d'économie d'impôt au total. Et au-delà de la 9e année, vous pouvez proroger le dispositif pendant 3 ans, mais les 3 dernières années, vous n'avez que 1% d'économie d'énergie, donc ça vous fait 1% de réduction d'impôt, donc ça vous fait 21% en tout de réduction fiscale. Voilà, donc on a pris un petit exemple.
imaginez que voilà, vous ayez un client qui investisse 100 000 € dans la SCPI Kianeos de Normandie numéro 5, et du coup, il aurait 2% de réduction d'impôt pendant 9 ans, donc ça fait 18 000 € en tout, soit 18% du montant investi. Et donc, on a mis, encore une fois, tout ça, il faut faire attention, le risque fiscal. Du coup, la SCPI doit respecter tout le dispositif de Normandie pour que le mécanisme fiscal fonctionne. Que les revenus, voilà, on a nos objectifs de revenus, compris entre 3,5 et 4% du montant investi, donc entre 3 500 et 4 000 € par an, qui viennent s'ajouter aux 2% de réduction d'impôt. Donc, vous voyez que la performance globale, elle est intéressante, mais comme vous le voyez sur cette slide, elle n'est pas garantie. Il y a le risque classique de perte en capital et de revenus non garantis, comme pour toutes les SCPI. Voilà. Donc, on fait un petit focus sur comment ça se passe sur la SCPI de Normandie numéro 5. Les clients qui investissent avant le 31 décembre ont la réduction d'impôt dès l'année 2025. Et ce, pendant 9 ans, de 2025 jusqu'à 2033 inclus. Voilà. Donc, en 2026, on va investir la collecte de 2025, donc on va acheter et rénover des immeubles. Et dès le début 2027, c'est notre objectif, on va commencer à distribuer les premiers rendements aux investisseurs de 2025. Il y aura une période de location entre 2027 et 2036, avec, je vous le disais, un objectif d'avoir un taux de distribution, enfin une distribution de dividendes compris entre 3,5 et 4%. Puis une période de dissolution en 2037. Donc du coup, si je récapitule en termes de performance globale, parce qu'aujourd'hui, l'AMF nous demande de parler en performance globale, ce qu'on appelle le TRI, si on suppose que les gens achètent donc leur part 1 000 € la part en 2025, en 2026, ils n'ont pas de revenus. Voilà. En 2027, on a un dividende qui va crescendo jusqu'à atteindre son rythme de croisière, et ce, pendant 10 ans, jusqu'en 2036. Donc ça, c'est la période où on vise entre 3,5 et 4% de rendement. Puis 2037, dissolution. Forcément, pendant la période où on vend les immeubles, le rendement est aussi en retrait. Donc, si on suppose qu'on arrive à rembourser sans être très optimiste, mais pas pessimiste non plus. C'est-à-dire, on dit, les clients ont payé 1 000 € la part, on leur rend 1 000 € la part à la fin. C'est-à-dire qu'on a réussi à rembourser les frais, j'ai envie de vous dire, mais peut-être qu'on peut faire un peu mieux par rapport au slide qu'on a vu en début de présentation. Mais en tout cas, voilà, si on reste relativement conservateur, c'est-à-dire ils ont payé 1 000 € la part, on leur rembourse 1 000 € la part, alors du coup, avec toutes les hypothèses que je viens de vous donner, ça ferait un taux de rendement interne de 3%, auquel, du coup, sans compter l'avantage fiscal. Donc 3% de TRI plus les 2% d'avantage fiscal entre 2025 et 2033. Vous voyez que ça fait une performance globale, encore une fois, qui, à mon sens, mérite qu'on s'y intéresse. Voilà. Et je vous le disais, donc cette SCPI, elle est ouverte à la souscription jusqu'à fin 2026. Donc en 2026, si les gens souscrivent en 2026, tout va décaler d'un an. Ils auront l'avantage fiscal de 2026 à 2034. En 2027, on va investir la collecte de 2026, acheter et rénover les immeubles. De 2028 à 2036, donc l'objectif de rendement qui ira crescendo pour atteindre entre 3,5 et 4%. Et 2037, dissolution. Alors, deux choses à vous dire. On a un objectif de rentabilité un peu plus élevé sur cette SCPI que pour les précédentes, pour la simple et bonne raison qu'on a un partenaire bancaire, une caisse d'épargne Rhône-Alpes, pour ne pas les citer, qui va financer nos travaux de rénovation via le dispositif d'éco-prêt à taux zéro. Donc, on va avoir de la dette à taux zéro sur cette SCPI qui va permettre de booster le rendement. C'est pour ça que sur cette SCPI, on vise un rendement un peu plus élevé que d'habitude. C'est simplement parce qu'on a trouvé une banque partenaire qui va permettre de financer une grande partie des travaux à taux zéro. Pas la totalité, mais une grande partie. Et maintenant, pour qu'on regarde la partie dissolution, nous, notre objectif, c'est d'avoir une dissolution qui s'étale sur 2 ans, entre 2037 et 2038, à peu près moitié-moitié pour ce qui est des reventes des immeubles, donc du remboursement des porteurs de parts. Voilà. On vise d'acheter entre 10 et 15 immeubles. J'espère qu'on en achètera plus. La capitalisation cible en nominal, c'est 8,5 millions d'euros. Sachez que ça, c'est le nominal, donc c'est la valeur comptable. La cible de collecte, c'est 10 millions d'euros, tout en sachant que, comme pour les précédents millésimes, pour Kianeos de Normandie 4, on a été victime de notre succès, on a eu plus de collectes qu'attendu, donc on peut faire des augmentations de capital. Voilà. Le TRI, on en a parlé juste avant, c'est un objectif qui est bien évidemment pas garanti, mais j'ai bien expliqué les hypothèses sur lesquelles on s'était basé pour faire ce calcul de TRI, donc des hypothèses de rendement, des hypothèses de performance financière qui ne sont pas garanties. Mais par contre,
c'est toujours pas garanti, mais ça, je peux vous dire que ça va arriver, c'est que avec les travaux de rénovation, on va fortement améliorer la performance énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre des logements. Donc, c'est une SCPI qui est ouverte à la souscription jusqu'au 31/12/2026. Le minimum de souscription, c'est 10 parts, soit 10 000 euros. Les frais, on a juste repris les principaux, c'est-à-dire la commission de souscription de 12%. Mais donc, il y a, comme pour toutes les autres SCPI, une commission de gestion, une commission de suivi de travaux. Et donc, le point qui est très important, c'est que pendant 12 mois, votre client ne touche pas de revenus. Voilà, donc il y a l'équivalent d'un délai de jouissance de 12 mois. Donc ça, c'est très important. Il faut s'en souvenir. Voilà. J'ai mis quelques exemples quelques exemples de rénovation pour que vous voyez ce qu'on fait sur de Normandie. Mais peut-être qu'en parallèle, je vais prendre les questions s'il y a eu des questions. Voilà des petits exemples. Ça, c'était notre première SCPI à Cavaillon, notre deuxième SCPI à Arras, où là, on a eu un impact social qui était fort parce qu'on a transformé des studios en P3. Donc ça, c'est sûr que moi, je suis très optimiste sur notre capacité à le retrouver dans la plus-value à la revente de l'immeuble. Je pense que c'est des chouettes P3 qui vont bien se valoriser. Mais je vais rester sur ces photos d'ailleurs. On est très fiers, on a isolé par l'extérieur avec du coton, avec des matériaux biosourcés. Alors, j'ai des questions. Oh, plein de questions. Bah, écoutez, je suis très content qu'il y ait plein de questions parce que je trouvais que ce webinaire était un peu moins, j'allais dire publicitaire. Je ne pense pas qu'on fasse des webinaires publicitaires, mais celui-là, c'était vraiment intéressant, je trouve, de rentrer un peu dans le cœur du moteur. Je sais que Charles, qui s'occupe du marketing, va l'enregistrer et le rediffuser. Mais s'il y a des gens qui veulent investir dans l'immobilier, sachez qu'on est toujours disponible pour répondre aux questions. Moi, je l'ai toujours dit haut et fort, mon objectif, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui s'intéressent à la rénovation, parce que je pense qu'on manque cruellement d'acteurs de la rénovation en France. Cruellement. Alors, on m'a demandé, dans vos prévisions pour risque, ne faudrait-il pas également provisionner une part pour les aléas et ou les risques non identifiés pour couvrir, par exemple, ce qui s'est passé à Pamiers? Alors, c'est une très bonne question. À Pamiers, sur Caneos de Normandie, on a eu un problème locatif avec un locataire et des gens extérieurs qui ont squatté une partie de l'immeuble. Et donc, c'est vrai que ça fait partie des risques dans l'immobilier, et donc c'est des risques dont on parle souvent dans les médias. Je dirais quand même que ça se ressent assez fortement sur cette SCPI sur lesquelles il y a une quinzaine d'immeubles, parce que du coup, il y en a un gros qui là, a eu des problèmes de squat, de dégradation, qui sont désormais résolus, puisque les travaux des squatteurs ont été expulsés et les rénovations sont réglées par l'assurance et en cours. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, on a aujourd'hui entre 650 et 700 immeubles sur Caneos, et des vrais problèmes de squat et de dégradation, ça ne nous est arrivé que 2 fois sur des immeubles, voilà, à Pamiers sur un immeuble entier et sur un autre immeuble que j'ai en tête en partie. Donc c'est vrai que c'est un risque qu'il faut connaître, mais qui en termes de représentativité, c'est-à-dire en pourcentage, est relativement faible. Encore une fois, je vous dis 1 ou 2 sur 600. Et encore, du coup, je devrais multiplier par le nombre d'années, puisque depuis que la création de Caneos, ça nous est arrivé, cet immeuble-là à Pamiers aura été bloqué quasiment 1 an. Voilà. Donc c'est vrai que ça s'apparente presque à de la malchance au vu du pourcentage de réalité. Il me semble globalement difficile d'identifier ce genre de risque, à part par la bonne sélection des locataires. C'est-à-dire que nous, vous le savez, chez Caneos, on a créé Caneos Gestion, et peut-être que si ça nous est arrivé qu'1 ou 2 fois, c'est aussi parce qu'on est attentif quand on fait rentrer des locataires à ne pas relouer un logement à n'importe qui. Et qu'en particulier sur de Normandie, où on fait des belles rénovations, comme vous le voyez là, on est très attentif à ce qu'il n'y ait pas de dégradation sur les logements. Voilà. Alors, il y a une question, alors celle-là, l'original, je n'ai jamais eu. C'est rare que j'ai des questions qui ne me soient jamais posées, mais alors, qu'en est-il de la TVA sur vos investissements, donc sur vos CAPEX? Est-ce que vous la supportez à 100% car c'est du revenu résidentiel derrière, beau hors TVA? Vos montants sont-ils hors TVA ou TTC? Eh bien alors, je vous confirme que dans le résidentiel, comme les revenus du résidentiel ne sont pas soumis à la TVA, les travaux de rénovation sont 100% soumis à la TVA. Donc, on paye la TVA partout, c'est de la TVA en rénovation, donc c'est de la TVA à 10%. Voilà. Là-dessus, puisqu'on parle de TVA, je vous invite à vous intéresser à une loi fiscale qui est très peu connue, mais qui, à mon avis, est très, très intéressante. Nous, on a commencé à la faire sur certains immeubles. C'est la loi qui s'appelle la LLI, logement à loyer intermédiaire. C'est quand vous faites du neuf ou une rénovation qui vous permet de requalifier votre immeuble en neuf, vous bénéficiez de 15 ans de dégrèvement de taxe foncière.
Et ça, vu les hausses de taxes foncières des années précédentes, ça fait rêver. Et donc, normalement, la contrepartie de ça, c'est que vous avez une TVA du neuf, donc une TVA à 20%. Mais si vous optez pour cette loi LLI, je vous laisse regarder le détail, hein, il faut quand même être précis dans ce qu'on fait, et bien du coup, vous récupérez une TVA à 10% comme pour de la rénovation. Donc, c'est vrai que nous, on a commencé à travailler là-dessus, c'est très intéressant. Donc voilà. Les locataires sont-ils solvables au point de supporter 30% de hausse de loyer? Exemple Linel, excellente question, excellente question. Eh ben, je vais vous répondre simplement. Je pense que le SMIC, alors nos locataires déjà ne sont pas au SMIC. Nos locataires sont généralement des gens qui gagnent, on va dire, entre 1 700 et 2 000 euros par mois, ou même, je dirais, entre 1 700 et 2 200. C'est la classe moyenne française. Vous savez que le revenu médian français, je crois, est très proche de 2 000 euros. Pourquoi les loyers ont augmenté de 30%? C'est parce qu'il y a eu de l'inflation. Et là, dans ce cas particulier, comme je vous disais, il y avait aussi une réorganisation de l'immeuble. C'est-à-dire qu'on avait, je crois, gagné un peu de surface habitable, mais il y avait surtout un logement qui était grand et dégradé, qui a été entièrement refait. Et c'est ça, du coup, qui a donné lieu à un changement vraiment des loyers. Mais il en demeure pas moins que, si on prend les 5 dernières années, il y a eu 2 ans où on a eu 3,5% d'indice de revalorisation des loyers. Si vous vous souvenez, le gouvernement avait bloqué la hausse des loyers à 3,5%. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, la hausse de ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers, aurait été plutôt de l'ordre de 10%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu cette période d'inflation où les salaires, qui souvent suivent à peu près l'inflation, ont augmenté pendant 2 années consécutives de plus de 10%. Je pense que sur les 2 années post-Covid, on a eu quasiment 12 ou 15% d'augmentation du SMIC. Donc, vous voyez que, bien évidemment, la hausse des loyers ne doit pas être entièrement affectée à la hausse la hausse des salaires ne doit pas être entièrement affectée à la hausse des loyers. Mais par contre, quand on est dans une période où il y a un peu d'inflation et donc du coup qui se traduit par des hausses de salaires, et ben, du coup, on peut avoir une hausse des loyers qui les suit tout en conservant un taux d'effort équivalent. Puisque finalement, c'est ça la question qui m'est posée, c'est est-ce que les locataires restent solvables quand les loyers augmentent? Et ben, du coup, la réponse, c'est les loyers, ils augmentent avec l'inflation. Et il se trouve qu'en France, la grande majorité des loyers augmentent eux aussi avec l'inflation. Donc, il n'y a pas de décorrélation là-dessus. Il n'y a pas de décorrélation. Je vais envie de vous dire, le reste à charge augmente. Voilà. Quels sont les travaux éligibles en Normandie? Oula, alors ça, c'est une question, on est précis, fort intéressant également. Au début, le de Normandie, c'était une usine à gaz. C'est pour ça d'ailleurs que personne, malheureusement, très malheureusement, personne ne s'est intéressé à cette loi de Normandie. Il n'y avait qu'une certaine typologie de travaux très spécifiques dédiés à la performance énergétique, etc. Et donc ça, c'était la toute première mouture qui devait être 2018 ou 2019. Et puis après, en 2020. Et alors, pareil, les villes n'étaient pas éligibles dans leur totalité. Il n'y avait que certaines rues. Bon, encore une fois, dans le genre usine à gaz, c'était difficile de faire pire. Mais en 2020, je crois, ça a été très fortement élargi. Et donc, du coup, vous avez quasiment tous les travaux de rénovation qui sont éligibles aujourd'hui au dispositif de Normandie. Voilà. Nous, notre situation, c'est comptablement, les travaux de rénovation, la première grosse réno qu'on fait, c'est des travaux qui sont immobilisés comptablement, donc qui viennent augmenter la valeur de l'immeuble. Et après, par contre, on va passer plutôt en charge dans le compte de résultat les travaux entre deux locataires pour mettre un coup de fraîcheur. Voilà, c'est un peu la ligne de conduite dans les grands axes qu'on suit chez Kianeos. Voilà, c'est pour être le plus clair possible ce qu'on peut vous dire. Voilà. Y a-t-il beaucoup de travaux réalisés qui sont non éligibles dans le calcul des 25%? Donc, du coup, je viens d'y répondre. La réponse est non. Globalement, quand vous faites une grosse rénovation sur un immeuble, la quasi-totalité des travaux sont éligibles au dispositif de Normandie dans le calcul des 25%. Voilà. Alors, très bonne question. On me félicite sur les éco-PTZ. Vous avez le droit à combien d'éco-PTZ sur un investissement dans un immeuble avec plusieurs lots? Eh bien, un éco-PTZ par appartement, puisque le dispositif d'éco-prêt à taux zéro est dédié au logement, dans la limite de 50 000 euros par logement, et c'est pour financer les travaux d'économie d'énergie et les travaux induits par les économies d'énergie. Je vous donne un exemple très simple. Vous faites une isolation par l'intérieur. Vous allez donc avoir votre isolant, placo, peinture. La peinture n'améliore pas la performance énergétique, bien évidemment, mais c'est un travaux induit au fait que vous avez isolé. Vous n'allez pas laisser un mur avec du placo brut. Donc, du coup, voilà. Donc,
travaux d'économie d'énergie plus travaux induits dans la limite de 50 000 € par logement. C'est une barrière qui a été revue à la hausse il y a 2 ans, je crois, puisqu'avant on était à 30 000 € et maintenant on est à 50 000 €. Voilà. Et j'ai une dernière question, je crois. Je ne sais pas si c'est la dernière. On me fait oui de la tête. Comment faites-vous le choix des localisations, villes, rues? Avez-vous un cahier des charges précis? Eh bien, j'ai envie de vous dire l'expérience que je vous ai dit. On a rénové aujourd'hui pas loin de 700 immeubles. On est présent sur 450 villes. Eh ben, il y a eu des bons et des mauvais investissements. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai investi à Lunel, ben, j'ai fait comme d'habitude. J'ai acheté 1, 2, 3 immeubles et puis après, j'ai attendu pour voir. Et puis, j'ai vu que ça se passait bien, donc j'ai continué. Et aujourd'hui, je crois qu'on en a rénové 7 à Lunel. Et je me demande si on n'a pas un de Normandie aussi, donc 7 ou 8. Et c'est une ville où ça se passe très bien. Et puis, à l'inverse, je ne vais pas les citer évidemment, mais il y a des villes sur lesquelles on a investi sur un immeuble parce que les données macroéconomiques qu'on avait, on regarde la taille de la ville, on regarde les revenus par habitant, on regarde la démographie, enfin, on regarde ce genre de choses, on regarde l'environnement. Mais on se disait, bah, celle-là, elle coche toutes les cases, on y va. Et puis, l'expérience nous a montré que non, c'était une ville pas très dynamique, avec pas trop de demandes locatives, etc., etc. Donc, du coup, on ne réitère pas. Donc, j'ai envie de vous dire, l'expérience, le fait d'avoir créé notre propre entité de gestion locative, qui nous permet d'avoir des salariés du groupe Kianeos partout en France, qui sont capables de bien connaître les villes dynamiques. Et dans la question, on me disait, est-ce que vous choisissez les villes et par extension les rues? Et vous avez raison, des fois, d'une rue à l'autre, ça peut bien se passer ou mal se passer. Donc là-dessus, c'est vraiment une des forces du groupe Kianeos. C'est que maintenant, le groupe Kianeos, c'est Kianeos AM avec 33 salariés, dont 17 personnes sur la rénovation, sur 15 mètres d'œuvre, on l'a vu, 14 mètres d'œuvre, on l'a vu. Kianeos Gestion, 32, probablement bientôt 34 personnes, dont 17 chargés de location, répartis sur les départements de France que vous voyez ici en couleur dorée. Et la société de dépannage et de maintenance avec une dizaine de techniciens, probablement bientôt une quinzaine d'ici l'été prochain. Donc, ça nous fait un groupe avec 85 personnes dédiées à l'acquisition, la rénovation, la gestion locative, l'entretien, dépannage et maintenance. Donc, vous voyez vraiment un groupe entièrement dédié à l'immobilier résidentiel. Écoutez, je crois que je suis arrivé au bout des questions. Je vous remercie. On a passé quasiment une petite heure à discuter de la stratégie d'investissement de Kianeos. J'espère que vous aurez appris certaines choses et sur comment est-ce qu'on arrive à générer de la plus-value grâce à la rénovation. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à bientôt.